je suis un pur produit de la génération Y, parce que j'ai changé 4 fois de métier et 10 fois d'entreprise à peu près. Très, très classe. Hello, bienvenue sur la nouvelle émission de Lighthouse. Chaque semaine, je t'invite à rencontrer un ou une nouvelle invitée. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne surtout rien manquer. À tout de suite. Bienvenue sur The Lighthouse et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une copine qui s'appelle Amélie. Elle est experte en bonheur au travail. Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur The Lighthouse. Merci à toi, je suis super contente d'être ici. Comment tu vas? Écoute, au top. Ouais. Trop bien, je suis trop contente d'être là, c'est beau, c'est une super expérience, il y a plein de caméras, ça fait un petit peu peur, mais ça va bien se passer. Oui. Ça va bien se passer. Alors Amélie, on va parler un peu de toi, Ouais. de ton parcours surtout, de tout ce que tu as fait, parce que vraiment tu es une serial entrepreneuse, il faut le dire. Je vais te laisser te présenter. Ouais, je vais te laisser te présenter, dire ce que tu fais avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours. Ok, ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ce que tu fais aujourd'hui, ouais. Ok. Alors, donc, je suis un pur produit de la génération Y, parce que j'ai changé 4 fois de métier et 10 fois d'entreprise à peu près, ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur le bonheur au travail et surtout d'expérimenter toute cette quête de est-ce que c'est possible ou pas le bonheur au travail. Et suite à une une expérience, c'était en 2017, une expérience assez compliquée. Je me suis demandé quel était le lien entre mes différents métiers, mes différentes expériences. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour continuer à avoir ce truc de créer du lien tout le temps? Parce qu'en fait, c'était ça le fil rouge de chaque job que j'ai fait. D'accord. Et je me suis vraiment questionnée sur comment est-ce que moi je fais pour être heureuse au travail. Et du coup, je me suis formée en psychologie positive et en bonheur au travail auprès de la Fabrique Spinoza. Et depuis 1 an, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Comiso. Génial. Qui veut dire accompagner et prendre soin en grec ancien. C'est très, très classe. Et j'accompagne en fait les entreprises par le biais d'ateliers en intelligence collective sur le bonheur au travail. Donc là, c'est vraiment, je plante la petite graine et à côté, je me forme au coaching. J'aurai bientôt mon diplôme. Génial. Et l'idée là, c'est d'arroser la graine pour accompagner les individus sur leur quête d'épanouissement et de sens d'épanouissement et de kiff au travail. C'est un sujet qui est d'ailleurs hyper actuel. En plus, avec les circonstances actuelles, c'est vraiment des questions que tout le monde se pose de plus en plus. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu rêvais plus jeune? C'était ça Mais pas du tout. Pas du tout. Au tout départ, je voulais faire vétérinaire et prendre soin des animaux. Mais j'ai compris qu'il fallait faire des études scientifiques. Du coup, t'étais pas du tout scientifique? Non, j'étais très littéraire. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis pour le côté veto. Puis en plus, ça demandait des années d'études. Ça m'intriguait pas des masses. Et après, j'ai voulu faire professeur des écoles. Ok. Et j'ai fait mon fameux stage de 3e dans une école maternelle. J'en suis ressortie exténuée et surtout, la prof à l'époque m'avait dit attention, c'est un des métiers où il y a le plus de dépression. J'étais là, ok, ça donne envie. D'accord, génial. Ok. Donc après, j'ai à nouveau réfléchi pendant toute la période lycée et moi, je voulais me former sur un job qui était très pratique. En fait, je voulais rentrer vite dans le monde du travail pour avoir mon indépendance et mon autonomie. Et en fait, comme j'aimais déjà être au service des autres, je me suis dit, BTS assistante de direction, c'est super, c'est tout moi. Et donc, je rêvais à ce moment-là d'être l'assistante d'un grand patron et pas d'une grande patronne. Ça m'était pas venu à l'idée à ce moment-là, à l'époque. Et voilà, être indispensable à la vie d'un service d'une entreprise et tout ça. Et donc, j'ai fait assistante pendant 4 ans. D'accord. Et comment s'est passé ce switch, justement? En fait, j'ai switché au bout de 4 ans parce que j'avais un peu fait le tour, que c'était quand même très très mal payé, en tout cas en tant que jeune diplômée. Et en fait, j'avais
fait quelques petits événements dans le cadre de mon job. J'étais genre, je veux faire des événements Ouais. tout le temps, c'est ça qui est trop T'as bien. aimé ça? J'ai aimé ça parce que c'est ce qui met des paillettes un peu dans les yeux des gens. Les gens, ils sont toujours super contents d'être là. Il y a toute une histoire qu'on peut créer derrière, une scénographie. Et ouais, j'avais vraiment envie de créer un espace où les gens étaient contents de se retrouver et contents d'être là. Et en fait, il y a vraiment un feedback positif tout de suite, où en fait, tu vois si les gens sont contents de son événement ou pas. C'est S'ils vrai. ressortent et qu'ils ont la banane, c'est que c'est réussi. Ouais. Et s'ils tirent un peu la gueule, genre encore un énième événement, bon bah là c'est raté. Ouais. Mais voilà, j'avais vraiment ce truc de comment est-ce que je fais pour que les participants repartent en s'étant dit ok, c'était un super événement et j'ai envie de revenir la prochaine fois, quoi. Ok, donc du coup, après, tu t'es lancé un peu dans ce genre de métier, on va dire. Ouais, en fait j'ai repris mes études. Ok. Donc j'avais fait 2 ans d'apprentissage, 2 ans de CDI, enfin 2 ans de CDD, CDI. Ouais. Et en fait, 4 mois après mon CDI, j'étais genre, non mais en fait, Ça me faut que plaît je fasse pas. autre chose. Tu faisais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais dans l'école de commerce Audencia à Nantes Ouais. et je m'occupais de toute la partie formation continue. Donc c'était très drôle parce que moi j'avais 20 ans. Et mes étudiants en avaient 30, 40, Ah ouais. 45. J'étais bonjour, tenez vos notes. Donc je pense que ça m'a aussi inspiré à reprendre mes études en me disant bon Ouais. ok, autant le faire tout de suite plutôt que dans 20 ans, quoi. Ok. Bon, bah écoute, alors maintenant, aujourd'hui, je disais que tu étais une experte au bonheur au travail. Ouais. Comment est-ce que tu as senti que c'était important d'en parler déjà et que c'était vraiment un élément à part entière qui avait son importance en fait au travail? Ouais. En fait, à la toute base, je me suis intéressée au bonheur au travail pour moi, en me demandant, ok, qu'est-ce qui allait faire que moi, j'allais être bien. Est-ce que à ce moment-là, tu n'étais pas forcément bien? En fait, ouais, 2017, j'ai été à 2 doigts d'un burn-out, clairement. Expérience très difficile qui m'a amenée à tout remettre en question, en fait. Et ouais, du coup, je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais pour être bien? On passe 40 ans de notre vie à travailler. C'est énorme, c'est 80 000 heures dans notre vie et j'ai pas envie. J'avais pas envie, en tout cas, à ce moment-là, et j'ai toujours pas envie d'aller au boulot sans être contente de ce que j'y fais, sans être très enthousiaste. Ça fait pas du tout partie de ma personnalité. Ouais. Moi, je cherche la joie partout, et si je l'ai pas au travail, c'est un vrai problème. Bien sûr. Parce que j'y passe 7 à 8 heures de ma journée. Donc je suis vraiment partie comme ça. Et en fait, j'ai rêvé du job de Chief Happiness Officer parce que j'avais la partie, du coup, assistana ou office manager. J'avais la partie événementielle et communication. Il me manquait juste la partie RH. Mais du coup, même pas peur. Comme j'apprenais beaucoup de choses très rapidement, j'étais bah ok, j'apprends les RH et hop, je deviens Chief Happiness Officer. Et sauf qu'il n'y avait pas d'offre. En fait, il n'y avait quasiment rien. Faut savoir qu'en 2016, il y avait à peine 60 offres d'emploi sur toute la France de Chief Happiness Officer. D'accord. Et 40% de ces offres, c'était des offres de stage. En fait, la plupart des Chief Happiness Officers, ce sont des personnes qui montent en interne dans l'entreprise. Ouais. Et les candidatures, ça marche pas tant que ça. C'est assez compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'avais été vers le job de Office and Happiness Manager. Okay. Après m'être formée, parce que je voulais acquérir un maximum de connaissances, ça m'aidait aussi pour ma légitimité. Et donc j'ai démarré comme ça. En parallèle, je restais impliquée en fait pour la Fabrique Spinoza qui m'avait formée en tant que bénévole, et donc j'organisais un événement par mois, j'organise toujours, pour la communauté Métro Boulot Bonheur. Et en fait, au bout de 2 ans d'Office and Happiness Manager, en fait, ça ne me convenait pas parce que ce job-là, c'est 80% d'office et 20% de happiness quand tu as de la chance. C'est devenu presque un argument marketing, en fait, les Office and Happiness Managers. Et du coup... c'est quoi les missions Alors, Office Manager, il n'y a pas de mission type. C'est très varié en fonction des entreprises. Tu peux avoir
une majorité de compta, une majorité plus d'admin avec limite un peu de juridique, beaucoup de RH et d'admin RH, tout ce qui est facility management avec la gestion des locaux, etc. D'accord. Et le happiness, souvent, c'est relégué à le pot de départ, j'allais dire de Tata Simone. Je vois le genre, ok. De Fred de la compta, enfin voilà. Il y a beaucoup d'office managers qui font énormément d'événements à côté, mais ça reste souvent en fait un peu géo. Ouais. Et en fait, moi, j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aller plus loin que ça. J'avais envie que mon job ce soit vraiment au service des gens et de leur propre bonheur au travail, parce que ça passe pas juste par les événements. Et je voulais qu'on en parle. Je voulais que chacun se pose la question de c'est quoi le bonheur au travail pour moi, et comment est-ce que je fais pour kiffer au boulot, et qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, c'est comme ça que tout est parti. C'était vraiment une quête personnelle dans un premier temps, qui s'est étendue en fait au plus grand nombre dans un temps d'eux en fait. Exactement. Comment tu as réussi à trouver ces réponses-là? Parce que du coup, tu as dit que tu as eu cette quête, mais déjà, comment tu les as trouvées? Est-ce que tu les as trouvées? Je dirais que c'est une grande partie de hasard. Ouais. et de destin. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en fait, moi, ça m'allait très bien au départ de faire mes événements tous les mois. Ça me permettait de rencontrer plein de gens, de m'enrichir davantage aussi. Tu allais, toi, dans ces événements-là? J'allais aux événements et j'en organisais. Voilà, c'est ça. Donc, ça permettait vraiment d'avoir cet échange avec les gens. Et en fait, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a contactée, qui est devenue une amie, Virginie, pour me dire ok, là, j'ai signé mon premier contrat, parce que je l'avais un petit peu aidé dans la création de son entreprise. Je lui avais donné 2-3 conseils. Et elle me dit, j'ai signé mon premier contrat, je fais un événement bien-être et je veux faire un atelier bien-être au travail. Et moi, à ce moment-là, j'étais ok, je connais plein de gens. Si tu veux, je te donne leur contact et ils vont te faire un atelier. Non, mais toi, tu ferais quoi? Je sais pas, je ferais ça. Ok, je leur propose. Ok. C'est parti comme ça. Et en fait, c'est parti comme ça. Je me suis retrouvée sur l'atelier. C'est vraiment, j'étais persuadée que ça allait pas se faire. Parce que j'avais ce truc de non, mais moi, je fais des événements gratuits, en fait, pour des gens qui sont ou pas en poste en ce moment, qui se posent des questions, etc. Mais je faisais pas des événements pour des cadres dirigeants d'une entreprise du CAC 40. Et en fait, j'ai fait ce premier événement. J'ai eu très, très peur. Il y avait un stress, mais qui était vraiment un driver qui m'a poussée à faire plein de choses. Et en fait, les participants sont arrivés. C'était une majorité d'hommes près de la retraite. Et j'étais genre, mon Dieu, mais d'habitude, c'est des femmes d'une quarantaine d'années. Moi, j'étais habillée en pantalon jaune, basket à paillettes, genre, wouhou, bonheur au travail. Et je me suis dit, ils vont jamais me prendre au sérieux. En plus, je sais que je fais jeune. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Ils arrivent, ils parlent tous en anglais. Je fais, ça va le français? Ils me disent, pas trop. Ok. Je suis en train de faire l'atelier en anglais en dernière minute. Et en fait, la parole, elle s'est vraiment libérée pendant cet atelier. Ils ont parlé de sujets qui étaient vraiment hyper importants. Et à la fin, ils m'ont tous applaudi. Et là, mais j'avais une boule d'énergie. La pression qui retombe. Et là, tu te dis, ok, ça l'a fait. C'est ça. Et là, j'étais, ok, en fait, je veux faire ça tout le temps. Génial. Je veux faire ça tout le temps. Okay. Et c'est après où je suis partie un petit peu plus loin à me dire, ok, les ateliers, c'est bien en entreprise, mais je plante une graine et je voudrais avoir un suivi plus approfondi avec les collaborateurs ou les individus. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au coaching pour avoir un impact encore plus profond Génial. Chez les gens. Bah justement, alors le coaching, comment ça se passe? C'est trop bien le coaching. Alors parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, tu as intégré une école de coaching. C'est ça. Ouais. Alors, raconte-nous cette expérience. Alors, donc je suis au Centre international du coach. C'est une expérience qui est assez dingue. En fait, j'avais commencé un peu à coacher des gens avant d'entrer dans la formation parce qu'on était venu me voir.
Moi, j'avais un très mauvais a priori sur les coachs au départ. J'en avais rencontré beaucoup avec la Fabrique Spinoza et je comprenais pas vraiment, mais t'es coach de quoi? C'est assez abstrait. C'est très abstrait. Et en fait, on m'a demandé de le faire. Je suis dit, ah, t'es sûre? Bon, ok, on peut essayer. Et il y avait ce côté vraiment très gratifiant de voir le résultat et les gens atteindre leur objectif. J'étais là, genre, ok, faut aller là-dedans. C'est trop bien. Et du coup, là, depuis que j'ai commencé à me former, c'est énormément d'apprentissage et sur la technique du coaching et sur moi, parce que je me fais coacher en parallèle. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que j'ai les deux côtés de la face, de me dire, ok, en fait, quand je fais ça, potentiellement, le coaché en face ressent ça, parce que moi, j'ai pu le ressentir et j'ai pu le vivre aussi. Donc, c'est vraiment... c'est bouleversant. C'est un vrai travail personnel avant tout. On va chercher énormément de choses. Ouais, et ce qui est bien, c'est que c'est forcément positif en fait, parce que tu vas chercher les forces, les talents qui vont permettre d'accomplir et d'atteindre les objectifs. C'est une transformation des croyances limitantes en croyances aidantes, genre ok, quand tu me dis ça c'est pas fait pour moi, qu'est-ce qui te fait dire ça et comment on transforme et enfin c'est vraiment génial quoi. Ok, génial. Et justement, tu parlais de tout ce que tu fais. Globalement, là, tout de suite, je vois quelqu'un qui a énormément d'énergie, tu as la pêche. Comment tu arrives à oser faire les choses? C'est pas tant le mot oser, en fait. Je pense qu'il y a des choses où je me dis que je peux pas passer à côté. Et il faut juste que j'y aille. Parce que j'ai des signes, enfin tu vois quand je te disais le hasard ou le destin, j'avais pas du tout prévu de faire cet atelier-là, le tout premier dans une entreprise et c'est ça qui m'a lancée. Mes changements de job, je les ai jamais prévus, à chaque fois c'était ok, qu'est-ce que je fais maintenant, enfin j'ai toujours suivi en fait. Ok, tu t'es laissé porter, tu peux dire ça? Ouais. Et l'entrepreneuriat vraiment je l'avais jamais envisagé. Comme je te disais tout à l'heure, quand j'avais 18 ans, je voulais être assistante d'un patron. Je n'imaginais pas la patronne et je m'imaginais encore moins, moi, être patronne. Et du coup, c'est vraiment tout un changement, un peu de paradigme, mine de rien pour moi. Et en fait, quand j'ai fait cet atelier-là, j'avais rencontré beaucoup de freelance et je me suis dit, ok, mais moi aussi, en fait, je peux le faire. Et en France, on a la chance d'être aidé. Quand on monte nos projets, on a la chance pour beaucoup d'avoir droit aux allocations chômage avec Pôle emploi et tout ça. Donc, en fait, je me disais, ok, c'est pas un risque au final. Ça serait plutôt un risque de pas le faire. Tu l'as réalisé en fait que c'était vraiment une opportunité. Exactement. Exactement. Donc, j'y ai vraiment été comme ça. Et ce qui m'a aidée aussi dans le tout début de l'entrepreneuriat, parce que j'avais pas fait d'école de commerce, j'ai fait que mes études en apprentissage sur des métiers très spécifiques. Et donc, il a fallu apprendre, me dire, OK, je suis experte en bonheur au travail, en psychologie positive, mais je ne suis pas experte en création de site web, ni en marketing, ni en commercialisation, etc. Donc, comment est-ce que je fais pour m'en sortir avec tout ça? Et en fait, je pense que ce qui m'a aidée dans mon quotidien, c'est de me baser sur plein de rôles modèles. Et en fait, tout début quand j'ai vraiment quitté mon entreprise et commencé ma boîte, on va dire le 4 septembre 2019, j'ai lancé en même temps un compte Insta qui s'appelle Elles l'ont fait, où tous les jours, je publiais des portraits de femmes qui m'inspiraient et qui avaient osé faire des choses. Et je me disais, mais en fait, si Rosa Parks, elle a osé s'asseoir dans le bus, juste ça, ou j'adore Maya Angelou et en fait je me basais sur toutes ces histoires d'échecs, parce qu'il y a toujours des échecs dans leurs histoires, de comment est-ce qu'elles sont elles ont rebondi, comment elles ont eu cette capacité de résilience et atteint l'histoire qu'on leur connaît aujourd'hui. Je me suis dit ok, comment est-ce que moi je fais pareil? Et comment est-ce que je crée ma propre histoire au final? Clairement. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait que tu avances tous les jours et c'est comme ça que tu en es là aujourd'hui. Quel bilan tu tires depuis ton lancement dans l'entrepreneuriat? Bilan montagne russe. C'est bien de le dire. Ouais, c'est clairement les montagnes russes. Les 4 premiers mois d'entrepreneuriat, je savais pas trop où j'allais.
je nageais un peu à contre-courant. J'étais bon, on va tester par là, voir ce que ça donne. 3 mois suivants, je me suis fait accompagner, ça allait beaucoup mieux. Et j'avais un cadre, donc c'était beaucoup plus pratique pour moi. Et en fait, la Covid est arrivée. Ah bah ouais, comment t'as géré ça du coup? Formation, à fond les ballons. Je me suis formée en intelligence émotionnelle, j'ai encore bossé ma psychopositive, je me suis formée en SEO, ce genre de choses qui pouvaient m'aider dans la création, enfin en tout cas dans le suivi de ma boîte. Et beaucoup de lectures, beaucoup de rendez-vous et de rencontres en virtuel. Ça, j'ai trouvé ça trop chouette, parce que j'adore rencontrer. Je rencontre des nouveaux gens tous les jours. Et avec le confinement, j'étais mais je rencontre plus personne. Finalement. Et en fait, on peut en virtuel. Il suffisait d'envoyer des messages sur LinkedIn, genre mais trop bien ce que tu fais, ça te dit, on en discute. Et hop, on faisait des visios, des coups de téléphone. Et c'était... Ouais, ça a été aussi une façon pour toi de te développer personnellement, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Mais écoute Amélie, je passe un super moment avec toi. Si tu avais un conseil à donner à toutes ces femmes, parce que je sais que tu es aussi assez engagée auprès des femmes, déjà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, mon engagement féministe, il a quelques années, mais j'avais plus une conscience féministe sans être clairement engagée. Et l'engagement, il a vraiment 1 an. Quand j'ai créé mon compte Instagram, où je me suis abonnée à des centaines d'autres comptes qui existaient sur le sujet. Et là, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. J'étais waouh, il y a tout ça qui existe. Il y a toutes ces femmes qui font ça, génial. C'est ça. Ouais. Et très vite, j'ai décidé de m'engager avec Empower pour sensibiliser dans les collèges et lycées sur l'égalité femmes-hommes. Donc ça a été la première chose. Après, j'ai rencontré Julie, qui est cofondatrice de Feminist in the City. Et elle m'a proposé de guider 2 visites à Paris, donc une sur la vie de Simone de Beauvoir et une sur l'histoire de la libération sexuelle à Pigalle et Montmartre. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se sont faites comme ça au fur et à mesure. Par exemple, demain, j'anime une conférence sur l'histoire de la prostitution. D'accord. Donc, c'est des choses qui sont complètement improbables et qui vont juste se nourrir de mon intérêt, en fait, pour tous ces sujets-là. Et de mon envie de raconter des histoires, en fait. Donc, l'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a des femmes qui ont entrepris des choses, qui ont marqué l'histoire, en fait, et qui méritent d'être connues, d'être vues, d'être mises en avant. C'est ça. Et l'idée aussi, c'est aussi d'inspirer d'autres personnes, d'autres femmes à faire la même chose. Justement, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent et peut-être qui n'osent pas se lancer dans des activités, dans des métiers ou des fonctions assez improbables ou assez masculines ou qui ont peur tout simplement parce qu'elles ne sont peut-être pas assez représentées dans ces fonctions-là? Je pense que ça commence d'abord par chercher des rôles modèles, des personnes qui ont déjà fait les choses, parce que je pense que c'est vraiment hyper important que tous les métiers, qu'il y ait toujours une représentation féminine, en fait, pour qu'on puisse s'identifier exactement. Donc je pense que identifier un rôle modèle qui l'a déjà fait, c'est une première base et ça aide beaucoup. Après, s'inspirer de plein de personnes de son entourage pour avoir des infos et tout ça. Je crois que je pourrais pas être entrepreneur aujourd'hui si j'avais pas discuté avec des centaines d'autres, en fait. Il y a vraiment ce truc où je me nourris de toutes les histoires des gens et ça donne énormément d'idées et ça permet de tester plein de nouvelles choses et ça permet de se lancer aussi. De se dire ok, toi tu as fait quelque chose d'un peu similaire, bon bah ça veut dire que je peux peut-être essayer aussi. Donc s'inspirer, se faire accompagner aussi. C'est important, En fait, ça fait gagner un temps fou. J'ai testé mes 4 premiers mois à pas me faire accompagner. Bon bah résultat, je nageais un peu à contre-courant. J'étais genre bon, c'est un peu compliqué. Et à partir du moment où que ce soit par un coach ou par un incubateur ou par des organismes qui aident les entrepreneurs, mais en fait ça fait gagner un temps fou, quoi. Donc après c'est juste... Ne pas négliger ça, en fait, l'accompagnement. Exactement. Et en fait, c'est assez difficile, je trouve, d'investir sur soi-même. Par exemple, moi, avant, toutes mes économies partaient toujours dans des voyages, parce que j'adore voyager.
Et la toute première formation que j'ai faite en bonheur au travail, d'un coup, j'ai flippé parce que en 5 minutes, parce que j'avais décidé de faire ma formation du jour au lendemain en appelant la fabrique. Bonjour, il reste une place demain pour la formation. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, mais là, c'est chaud. Je viens de claquer une somme assez importante pour moi. Enfin, ça pouvait me faire un beau voyage. Et sur le coup, j'étais en panique et j'appelle un ami thérapeute. Il me dit, non, mais tu viens d'investir sur toi-même, en fait. C'est le meilleur investissement que tu pouvais faire. Genre, ah ouais. Bah ouais. Et quand tu l'as fait, j'imagine que tu n'as pas regretté une seule seconde. C'est ça a tout changé. Ça a tout changé pour moi. Ça m'a ouvert un autre monde dans lequel je n'osais pas encore aller à ce moment-là. Et se faire accompagner et se faire coacher, c'est la même chose. C'est investir sur soi-même. Totalement. Pour avancer, pour dépasser ses limites et sortir de sa zone de confort pour aller dans la zone magie. Ouais, c'est génial. Mais c'est important ce que tu dis parce que souvent, beaucoup ont tendance à penser que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est lancer un business et mettre en place un business model. Mais je pense que ça doit d'abord commencer par soi. Et investir sur soi, je pense que ça fait aussi partie du business, en fait. Ouais. Donc, c'est clair. Donc, c'est du cool. test and learn, en fait, tout le temps. C'est tenter des petites choses et ça marche, tant mieux, je continue, ça marche pas, bon, comment est-ce que je fais autrement Selon toi, comment on peut... est-ce que tu aurais des petits tips à partager aux entrepreneurs, mais pas que, aux personnes qui travaillent dans des structures, des salariés, en fait, pour être heureux au travail, heureuse? Ce serait quoi, en fait, les petits trucs qu'on pourrait appliquer au quotidien? Alors, pour moi, il n'y a pas de recette toute faite au bonheur au travail parce que chacun a sa propre définition. Donc, c'est déjà commencer par se demander, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de me lever le matin? Est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le salaire qui peut me permettre de m'engager dans des associations à côté? Enfin, ça peut être énormément de choses. Donc, identifier ce qui est important pour soi. Okay. Et la deuxième chose, c'est de prendre du recul et de tenter un changement de regard. En fait, on est tous responsables de notre propre bien-être au travail. Et OK, en fait, si j'ai des soucis avec mon manager ou que j'aime pas cette partie-là de mon boulot, comment est-ce que je fais pour switcher et pour en trouver un côté positif, par exemple ça peut commencer par ça et ça peut commencer par les fameux 3 kiffs par jour. À se dire, OK, qu'est-ce qui était bien aujourd'hui dans ma journée? Qu'est-ce qui m'a plu? Et comment est-ce que je capitalise dessus? Totalement. Pour kiffer encore plus demain. Et je dirais aussi peut-être un travail sur ses forces. On ne va pas assez souvent chercher nos talents. Et en fait, plus on travaille avec nos forces et nos super pouvoirs, plus on est efficace et plus on est heureux dans ce qu'on fait, en fait. Ne pas avoir peur d'aller chercher ses forces et de travailler sur ses forces, tout simplement. Et puis, j'ai bien aimé l'idée des 3 kiffs par jour. Essayer de faire un bilan de ce qu'on a aimé et ce qu'on a apprécié faire dans la journée. C'est pas mal, ça permet d'apprécier plus et puis de repartir sur le lendemain, dire allez, on repart pour 3 kiffs par jour. Exactement. Ouais. Avant de nous quitter, Amélie, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Oui. Alors, c'est des petites questions. Je vais te faire tirer au sort et puis on verra ce sur quoi tu vas tomber. Un bleu pour changer. Si j'étais. Alors, le jeu du si j'étais, qui est le jeu où je vais te poser plusieurs questions. OK. Si tu étais, et tu vas me dire qui tu étais. OK. Si tu étais une activiste féministe. J'ai envie de dire Maya Angelou. Ouais. Pourquoi en quelques mots? Parce que je suis extrêmement touchée par son écriture. Elle arrive à partager un nombre d'éléments fondamentaux, en fait. Et tout ce qu'elle dit fonctionne pour la vie de tous les jours. En fait, moi, je me base sur une de ses citations pour mes ateliers, où elle écrit à un moment donné... il y a tellement de citations d'elle que j'adore. Celle qui te vient là tout de suite. Celle qui me vient là tout de suite, c'est « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » C'est vrai. Et c'est ça que j'essaye de partager dans mes ateliers. Ok, génial. Maya Angelou. Si tu étais un livre? Je serais... Le grand secret de Barjavel. Ok. Parce que j'adore
le côté science-fiction mêlé à des faits historiques réels. D'accord. Et il y a une très belle histoire d'amour dedans. Ouais, ok, bien. Si tu étais une chanson. C'est marrant, là, comme ça, la première qui me vient, c'est You're the One That I Want, de Grease. Bien. Sympa. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je peux en trouver une petite dernière Un animal. Ah bah voilà, allez, si tu étais un animal. Une baleine. Ah ouais, alors pourquoi la baleine? Pourquoi la baleine? Toujours dans cette idée de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai peur de l'eau. Je panique quand j'ai pas pied. Et en fait, quand j'étais à l'île de la Réunion il y a 2 ans, mon ami m'a dit ça te dit, on va nager avec des baleines demain? Et je dis oui, bien sûr. Et en fait, j'ai été acheter ma petite planche chez Decathlon, le masque, le tuba, et le lendemain, on a été sur un petit bateau à moteur. Et la première fois qu'on a vu les baleines, elles étaient tellement grandes, genre c'était 3 fois la taille du bateau, et j'étais en flip total. Bah J'avais en plus, super ça avait peur. de l'eau en plus. Mais c'est ça. Et en fait, la première fois, j'ai pas osé plonger. Et on a plongé une 2e fois, une 3e fois, elles étaient pas là. Et la 4e fois, on a plongé et elles étaient là. Il y en avait plusieurs? Il y en avait 2. Et c'était le moment le plus dingue de Elles nageaient toute ma comme vie. ça autour de vous et tout? Ouais, en fait, elles nageaient en dessous. À un moment donné, elles sont remontées. Et genre, j'avais mon petit appareil photo aquatique et j'ai une photo où elles remontent toutes les deux. Et elles regardent le bateau, elles regardent ce qui se passe. Dingue. Et en fait, c'était un moment d'euphorie. Je hurlais dans mon tuba. Les gens sur le bateau me disaient « Calme-toi, Amélie !» Moi, j'étais C'est comme si tu avais fait un saut en parachute. Enfin, limite, c'était libérateur. Et le saut en parachute, pareil, c'était un moment de dingue, un des moments les plus fous de ma vie, pareil, d'euphorie. Et donc, je me suis tatouée cette baleine après sur le bras. Et bon, je l'ai appelée Endorphine. Ouais. Comme ça, on reste dans le thème. Et c'est vraiment ce truc de dépasser ses peurs pour avoir des moments de joie intenses qui n'étaient pas du tout prévus, quoi. Waouh. Bon, et ben écoute, on va finir sur cette touche. J'ai adoré passer ce moment avec toi, Amélie. Encore merci d'être venue. Merci d'avoir partagé tout ça. Je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. De toutes les façons, je mettrai tous tes liens en barre d'infos. Et puis, je te dis à très bientôt. À tout bientôt. Merci de m'avoir invitée encore. Avec plaisir.